Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, Kim Kardashian et Kanye West, le mariage aura-t-il lieu au château d'Ussé samedi? À l'heure où le domaine voit son indice de fréquentation en baisse, le mariage des deux stars et l'opération marketing rêvée pour ses propriétaires. Dernière ligne droite pour les candidats à l'élection européenne. Dans 3 jours, 25 listes se disputeront 5 sièges. À la veille du scrutin, les meetings se multiplient. Et puis inventé par l'américain William Gray en 1889, les cabines téléphoniques sont amenées à disparaître de nos paysages. L'Indre-et-Loire va en supprimer 146 sur 344. Bonsoir à tous. C'est probablement la plus belle opération de communication de toute l'histoire du château d'Ussé. Tous les ingrédients sont là. La princesse Kim Kardashian, star des reality shows, le prince du rap Kanye West aux millions d'albums vendus à travers le monde et le château de la Belle au bois dormant qui inspira le conteur Charles Perrault. Le château d'Ussé, situé entre Azé et Chinon, est en effervescence médiatique. Kim et Kanye pourraient bien se dire oui entre ces murs samedi. Le domaine croule ainsi sous les appels des journalistes du monde entier. Et les fans pourraient affluer des 4 coins du globe. Mais ce mariage aura-t-il vraiment lieu? Quelle différence après tout? Aurélie Renaud. C'était pas Kenny? Non, c'était pas Kenny. Ni Kim? Ni Kim, je suis désolée. Si la rumeur du mariage entre Kanye West et Kim Kardashian prête à sourire, le doute plane. Car depuis une semaine, la presse évoque bien le château d'Ussé dans ses colonnes. Le couple VIP aurait organisé un mariage en plusieurs étapes. Une visite à Versailles, une fête à Florence et une cérémonie ici, en Touraine. Étrange, puisqu'à 48 heures du mariage, le propriétaire du château, lui, n'a reçu aucun appel concernant l'événement. Et néanmoins, je reçois quotidiennement ou plusieurs fois par jour depuis une semaine des appels de l'AFP, de Reuters, de journalistes américains de Washington ou de Los Angeles. Apparemment, toute la presse est concentrée sur Ussé. L'événement aura-t-il lieu à Ussé ou pas? Je n'en sais rien. Je suis néanmoins très flatté. Selon le duc Casimir de Blacas, samedi, il faudra lever les yeux au ciel. Car si mariage il y a, c'est bien par hélicoptère que pourrait arriver le rappeur, sa fiancée et leurs centaines d'invités. Pour le moment au château, on se contente de satisfaire les touristes et de répondre aux nombreuses sollicitations des curieux. Les hôteliers, pour justement, si éventuellement on ne cherchait pas des chambres à louer pour ce fameux mariage. Beaucoup de fans, il y en a qui sont prêts à camper, planter leur tente sur le parking du château pour voir si les mariés vont arriver au château d'Ussé. Info ou intox, en tout cas, même les gendarmes d'Azal Rideau ont pris contact avec le château pour se tenir prêts en cas d'affluence majeure dans les rues du village. Les gens du coin, là, du coup, en voyant la une des journaux, ils croient vraiment que samedi, il y aura le mariage. Et vous y croyez? Non, je crois pas. Enfin, je pense pas. Dans le village, on se réjouit du buzz médiatique de ces derniers jours. Et si le mariage ne reste qu'une rumeur, soyez-en sûrs, samedi à Rigny-Ussé, la soirée cabaret, elle, aura bien lieu. Les orages de la nuit dernière auront nécessité 78 interventions des pompiers dans le Loir-et-Cher. Arbres tombés sur la voie publique, inondations évidemment. Au total, 10 000 foyers auront été privés d'électricité. C'est principalement le centre et le sud du département qui ont été touchés. L'Indre-et-Loire s'en sort mieux avec une dizaine d'interventions seulement. Plus que 3 jours avant le scrutin des européennes, 25 listes pour 5 sièges et les candidats sont dans les starting blocks. Hier soir, c'était l'un des derniers meetings pour l'alternative à la salle capitulaire Saint-Julien à Tours. Un meeting qui a rassemblé environ 200 personnes. Sophie Oconi, la députée européenne sortante de la circonscription Centre Massif Central, défendait les couleurs de l'UDI et du Modem. Florent Carrière. Tout ça, c'est des voix. Mais ce que je vous demande, c'est d'être nos ambassadeurs. 3000 voix, c'est un point pour moi. Et on est au point près. Sophie Oconi a perdu sa voix, mais elle compte bien en récupérer beaucoup d'autres. C'est en tout cas son souhait et sa seule chance de victoire ce dimanche. J'y crois parce que vraiment Sophie est une bonne. C'est la 7e députée européenne en présence au niveau de l'Europe et je trouve que c'est vraiment très important. Je sais que ça va être très dur pour Sophie. Je suis UMP. Je vais voter Sophie. Parce qu'elle a fait du bon boulot pour l'Europe depuis qu'elle est élue. Sophie Oconi, élue députée européen en 2009 sur une liste UMP Nouveau Centre. Elle était numéro 2 derrière Jean-Pierre Audy et devant Brice Hortefeux. Mais 5 ans plus tard, la stratégie politique a bien changé. Quand j'entends Henri Guénaud, quand j'entends Laurent Wauquiez parler d'Europe, je ne me retrouve pas dans leur
vision de l'Europe. Exit l'UMP, l'UDI est désormais avec le MoDem pour ces européennes, au risque de voir leur eurodéputée sortante ne pas être reconduite. Dans la politique, il y a tout, il y a la stratégie, la tactique, et puis il y a la conviction. Et les convictions, c'était quand même que UDI et MoDem, on a exactement le même programme. Une politique européenne plus forte, plus intégrée, une défense d'un modèle social européen avec un SMIC européen, aussi une politique européenne de l'intégration et de l'immigration. Et voilà, donc on défend ce projet européen ensemble. Tout seul, la France ne dictera pas sa loi au monde. Et donc on est en train de se faire dicter la loi. C'est en fédérant l'Europe, c'est en terminant sa construction qu'on sera assez fort pour ne pas se faire dicter la loi par les autres et le faire en fonction de nos intérêts, de nos modes de vie, de notre civilisation. C'est ça le projet européen, c'est un instrument pour reconquérir nos souverainetés. Face à la montée de l'euroscepticisme, l'argumentaire centriste est donc bien rodé. Les vrais Européens, comme ils se nomment, appellent les électeurs à ne pas se tromper dans les urnes. Mais dimanche soir, les centristes de l'alternative auront bien les yeux rivés sur les résultats. Et dans 5 minutes précisément, l'UMP tiendra également son dernier meeting à 19 h au hall de Tours avec Brice Hortefeux, tête de liste. Le PS se rassemblera lui dans 1 heure à l'hôtel de ville avec sa tête de liste, Jean-Paul Denanot, en présence de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui viendra prêter main forte aux candidats à 3 jours du scrutin. Avec qui la région Centre pourrait-elle se marier? Alors que Ségolène Royal proposait il y a quelques jours un rapprochement entre la Poitou-Charentes et les Pays de la Loire, François Bonneau évoque à son tour 2 cas de figure en vue de ce redécoupage. D'abord, regarder vers l'ouest, c'est-à-dire vers la région Pays de la Loire, ou dans un autre cas de figure, se rapprocher du Limousin et de l'Auvergne pour former une région Grand Centre Vallée de la Loire. On l'écoute. L'histoire de notre région, c'est la vallée de la Loire et le centre. Ce serait la région Grand Centre Vallée de la Loire avec le Limousin et l'Auvergne. Il y a une chose à laquelle je tiens par-dessus tout, pour laquelle je me bats à Paris comme en région, et en région je me bats avec l'ensemble des habitants, c'est préserver l'unité de notre belle région Centre, faire en sorte qu'elle ne soit pas divisée, qu'elle ne soit pas découpée, qu'elle ne soit pas dépecée. C'est la volonté des habitants, c'est la volonté des responsables, et c'est la volonté que je porte aujourd'hui avec beaucoup de détermination. Et on en sait tous les jours un peu plus sur les conséquences des TER trop larges. Pour Saint-Pierre-des-Corps, un appel d'offres de 250 000 € avait été lancé pour la mise en place de 4 quais de la gare. Sillage et reconstruction des bordures pour accueillir le futur matériel roulant Régiolis Région. En région Centre, 35 gares sont concernées. C'est la fin d'une ère, celle des cabines téléphoniques. Inventées par l'américain William Gray en 1889, d'ici à 2015, elles vont progressivement disparaître. L'Indre-et-Loire n'y échappe pas. 146 cabines sur 344 sur la voie publique vont être démontées. À Tours, il n'en restera à terme plus que 2. Audrey Champigny. Place Saint-Éloi, à Tours. Cette cabine téléphonique vit ses derniers instants, tout comme les 118 cabines de la ville qui sont en train progressivement d'être démontées. Leur disparition paraissait un jour inévitable, la faute bien sûr à l'arrivée du téléphone portable, mais aussi à leur coût de maintenance. D'ici quelques semaines, une trentaine seront démontées et à terme, il n'en restera plus que 2 dans la ville de Tours, dans le cadre du service universel. Les autres seront recyclés. Aujourd'hui, elles ont un usage très faible. On va dire en moyenne, c'est un appel de 2 ou 3 minutes par cabine. Vous voyez, c'est très très faible. Alors qu'il faut maintenir cet avis de l'appareil lui-même en état de fonctionnement. C'est une ligne téléphonique. Depuis 10 ans, on a divisé par 10 le trafic. Et tous les ans, le trafic qui reste est divisé pratiquement de moitié. Chez les Tourangeaux, il y a ceux qui ont du mal à les laisser partir et ceux qui y voient là une opportunité de redessiner le paysage urbain. Il faudra en laisser un peu plus. Même quand on a un portable, mais soit on peut l'avoir oublié, on peut ne plus avoir de batterie, ne plus avoir de forfait ou quoi. Mais généralement, comme on n'a pas non plus de carte de téléphone, on ne va pas à la cabine. Mais si c'était à pièce, ça pourrait marcher. On va dire que ça va nettoyer un peu le paysage urbain déjà. Peut-être qu'on pourra rajouter autre chose à la place, je sais pas, un arbre, des jardins ou autre chose. Pas de panique. Pour les plus nostalgiques, il restera des cabines sur le secteur privé comme dans les gares ou sur les aires d'autoroute, ou encore celle du Sanitas qui fait partie des 2 survivantes. Les fêtes musicales en Touraine fêtent leurs 50 ans cette année. À cette occasion, Michel Puy-Grenier, son président, présentait un livre hier soir à l'hôtel de ville de Tours qui retrace l'histoire de ce festival mythique. La Grange de Méléor a vu défiler les plus grands virtuoses. On l'écoute. Y mettre les témoignages de toute la vie de ces 50 dernières années, des choses qui paraissent très lointaines, mais aussi des choses qui sont très proches, comme la présence de jeunes interprètes qui sont la nouvelle génération. Et donc,
tout ça est mélangé et c'est vraiment le plaisir de donner ce témoignage à la fois d'une période révolue, la période de Richter, mais la période actuelle qui est aussi dynamique qu'il y a 50 ans. Et le Festival des fêtes musicales en Touraine se tiendra du 13 au 22 juin à la Grange de Mélé. L'heure du bilan pour le Tours Football Club. Un an après être arrivé à la tête du club, l'équipe dirigeante de Corse a-t-elle rempli ses premiers objectifs? Olivier Pantaloni, l'entraîneur, pourrait-il se laisser séduire par les propositions d'autres clubs? Aujourd'hui, le Tours FC se place 8e au classement de Ligue 2. On fait le point avec Romain Delville. Avec un Andy Delors prêt à rejouer le remake de Bienvenue chez les Ch'tis Footballeurs avec des contacts au RC Lens appuyés, le Tours Football Club pourrait y voir plus clair dans son recrutement. Et les dirigeants, le staff, ont bon espoir que cela se conclue vite pour afficher des ambitions cohérentes pour la saison 2015. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat, qu'il y en a d'autres qui seront certainement sollicités au cours de ce mercato et qui seront appelés à jouer ailleurs qu'à Tours. Donc forcément, aujourd'hui, on n'a aucune certitude par rapport à ce que sera l'effectif la saison prochaine. Donc c'est difficile de dire je fonde de l'espoir pour la saison prochaine, sachant que on est un petit peu dans l'inconnu au niveau de ce que sera l'effectif en début de saison prochaine. Et l'entraîneur dans tout ça? Et le staff dans tout ça? Olivier Pantaloni a fait monter l'Ajaccio en Ligue 1 il y a 2 ans. Le Tours Football Club finit 8e de Ligue 2 cette saison, avec la meilleure attaque. Quand ça marche pas trop mal, on est appelé à avoir des sollicitations. Aujourd'hui, le fait que Tours ait pratiqué un beau jeu, peut-être a donné des idées à certains clubs par rapport au travail qui a été effectué par le staff au sein du Tours FC. Mais pour cela, il faudrait une condition sine qua non, question d'engagement et de valeur, c'est l'aval du président Ettori. Moi, de toute manière, je n'irai pas solliciter le président pour lui dire je suis un club de Ligue 1 qui s'intéresse à moi, je veux partir. C'est pas dans mon état d'esprit de procéder de cette manière-là. D'un autre côté, si le président vient me trouver et me dire voilà, j'ai été sollicité par un club et est-ce que ça peut t'intéresser, moi je suis prêt à te laisser libre, les discussions elles s'engageraient peut-être à ce moment-là. Pour l'heure, Olivier Pantaloni est sous contrat au TFC jusqu'en 2015 avec une année supplémentaire en cas de montée, de quoi construire fidèlement avec le club tourangeau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, la sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils. A tout de suite.